17h44 les matins de France Culture, consacrés bien sûr à l'actualité libyenne, la disparition de Mouammar Kadhafi. Bonjour Ronnie Broman. Bonjour. Je vous ai vu captivé par la chronique de Daniel Saldaf, mais ne commentez pas, s'il vous plaît, ce sera pour une autre émission. Bonjour Marc Ravette. Bonjour Marc Blanchet. Je suis ravi de vous voir dans le studio de France Culture. Je rappelle que vous êtes grand reporter. Vous avez été au matin à Libération, bien sûr à France Culture, prix Albert Londres, tandis que Ronnie Broman, il faut que je précise que vous êtes, on le sait bien sûr, mais ancien président de Médecins sans frontières, aujourd'hui professeur associé à Sciences Po. Bonjour Omar Ouaman. Bonjour. Vous rentrez-vous de Sirte et vous êtes bien sûr le reporter que nous savons à France Culture. Et nous rejoignons d'abord tout de suite pour commencer cette première partie Alexandre Najjar. Bonjour Alexandre Najjar. Bonjour. Vous êtes au téléphone en direct depuis Beyrouth. Vous êtes romancier, auteur de la biographie très remarquée de Mouammar Kadhafi, sortie chez Actes Sud il n'y a pas si longtemps. Anatomie d'un tyran qu'il vous faudra du coup compléter, j'imagine, et même retitrer, qui sait, Autopsie d'un tyran. Mais peut-être, première question toute simple, quels sont plutôt les commentaires aujourd'hui qui se font jour à Beyrouth, dans la presse écrite, à la radio, à la télévision, sur la disparition de Mouammar Kadhafi, Alexandre Najjar? En fait, beaucoup de soulagement, même de joie, parce qu'il ne faut pas oublier que Mouammar Kadhafi est accusé, à juste titre d'ailleurs, d'avoir kidnappé et tué Moussa Sadr, un imam chiite libanais. Et donc, dans son ensemble, le Liban aussi, qui par ailleurs a toujours soutenu les libertés, est tout à fait soulagé. L'Orient le Jour titre la fin d'une mégalomanie. An-Nahar, le quotidien de langue arabe, dit 2 balles mettent un terme à 42 ans de règne de Kadhafi. Et donc, c'est un soulagement en général que ce dictateur, enfin, qui a aussi fait beaucoup de mal au Liban, puisque pendant la guerre, il a quand même soutenu les différentes milices, anti-chrétiennes, en leur fournissant armes et subsides et tout ça. Donc, c'est quand même le fait qu'il ait alimenté cette guerre de 15 ans fait aussi que le peuple libanais en général est très heureux de voir ce régime s'est achevé. Ouais. Et quel est votre sentiment à vous maintenant, le biographe, si j'ose dire, bien sûr, le biographe de Mouammar Kadhafi? Peut-être, j'ajoute à la question, ce titre du Times à Londres qui trouve que la mort de Kadhafi est finalement préférable à son procès. Procès qui aurait, dit le Times, révélé peu de choses que le monde sache déjà. Alexandre Najjar. Non, je ne suis pas sûr. Je pense que il aurait été préférable de le juger. Il y a beaucoup de secrets qu'il emporte aujourd'hui dans sa tombe. Il aurait fallu en savoir davantage sur les crimes, les actes terroristes qu'il a commis. Cela dit, aussi, les choses peuvent encore se clarifier puisqu'il y a certains membres de sa garde rapprochée qui ont été arrêtés et donc on pourra toujours en savoir davantage sur certains attentats. Mais c'est dommage. Maintenant, je comprends que peut-être un procès aurait été retentissant, il aurait fait le clown comme d'habitude en essayant de prendre l'avantage, de se rendre sympathique aux yeux du monde arabe, ou du monde africain, de ceux qui le soutiennent encore. Donc peut-être ça aurait certainement rendu les choses assez compliquées, même pour le CNT, pour le prochain régime qui va venir. Ça n'aurait pas été facile, je suppose, parce que c'est quand même quelqu'un qui savait maîtriser, on l'a vu dans sa tribune à l'ONU lorsqu'il a sorti toutes ces idées un peu farfelues, et quelquefois, il faut l'avouer aussi, il disait quelquefois tout haut ce que les gens pensaient tout bas, donc il faut quand même, c'est peut-être le seul mérite qu'on puisse lui reconnaître. Mais moi, j'aurais penché plutôt pour un procès. Je pense que ça aurait été bien pour la justice aussi dans ce pays qui est inexistante. Donc, ça aurait été bien en fait de commencer une nouvelle ère d'état de droit en obligeant ce tyran à répondre de ses crimes. Maintenant, ce n'est pas fait. On peut le regretter, mais bon. Est-ce que vous le regrettez au nom d'une des toutes premières phrases de votre livre qui peut-être expliquerait que tout le monde s'arrange finalement très bien de cette mort de Mouammar Kadhafi? Vous dites dans votre avant-propos, on doit être à la 4e ligne, vous posez la question: comment le monde a-t-il toléré pendant toutes ces années
Un illuminé de cet acabit qui dictait sa loi à son peuple asservi et stipendiait au Liban, en Irlande ou ailleurs des agents séditieux. Eh bien oui, parce que la question de Kadhafi, elle ne peut pas s'enlever de la question de l'histoire de la diplomatie mondiale, internationale, Alexandre Najjar. Bien sûr, Et des complicités. J'ai toujours pensé que quand on parle de crimes contre l'humanité aussi, il faut penser que quelquefois la connivence, la complicité, le silence complice du monde est aussi une complicité dans ces crimes, qu'on ait accepté de tolérer ce tyran depuis des années, et pire, qu'on lui ait ouvert, qu'on lui ait déroulé le tapis rouge, qu'on lui ait permis l'accès à ces capitales occidentales où il était accueilli avec faste. Tout cela certainement n'est pas à l'avantage des démocraties occidentales qui aujourd'hui qui sont quand même embarrassées, qui essaient de justifier cela par le fait que il avait changé, il s'était refait une virginité après le 11 septembre. Mais tout cela n'est pas excusable quand on sait que sur le plan intérieur, il n'avait pas changé du tout et que ce personnage qui persécutait ses opposants, qui mettait dans les prisons des milliers de gens qui osaient ne pas être de son avis, tout cela n'avait pas changé. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on se pose la question aussi de la complicité, de la responsabilité de ce qu'on appelle la communauté internationale. C'est oublié, Alexandre Najjar, tout de même, vous êtes de mauvaise foi que le pétrole libyen est d'excellente qualité, comme le savent les raffineurs italiens. C'est sous-entendu, évidemment. Je vous laisse... Et les contrats d'armes aussi. Hein. Je laisse là... Oui, pas seulement en Italie, en France, je crois également, mais nous verrons ça tout à l'heure. Ronnie Broman. Oui, je voulais demander à Alexandre Najjar, qui met l'accent à juste titre sur le caractère despotique, la persécution des opposants ou sans doute des éventuels opposants qui ne s'est jamais démenti pendant le règne de Kadhafi. Mais sur le plan de la violence directe qu'un chef d'État peut exercer contre son peuple, comme on le voit par exemple actuellement en Syrie, nous n'avons en tête, enfin c'est ce que l'on entend habituellement, que, si j'ose dire, ce fameux massacre de 1996, je crois, dans une prison où plus de 1000 personnes ont été tuées. Et je voulais demander à Alexandre Najjar si le passé de serial killer, de tueur de peuple en masse, qui nous est souvent présenté aujourd'hui, correspond à une réalité et à laquelle, s'il peut nous le préciser. Alexandre Najjar. Oui, certainement. Moi, dans mon livre, il y a tout un chapitre qui s'intitule « Persécution », où je détaille tout ce qu'il a pu commettre comme crime, aussi bien dans la prison que vous évoquez, que pire, en fait, aussi, les persécutions ne se limitaient pas seulement à son pays, puisqu'il pourchassait les opposants, même en dehors, même dans des capitales où ils se croyaient en sécurité. Et j'ai dénombré 35 meurtres d'opposants libyens. Vous le traitez en dehors du pays. Ouais. Hein, vous le traitez de serial killer. Rome, Londres, oui. Oui, bien sûr. Mais il a pourchassé ses opposants, même dans les capitales où ils se croyaient en sécurité, à Rome, à Milan, à Manchester, en Roumanie, à Bonn, en Pologne. Donc partout, ces gens-là étaient éliminés carrément par ces sbires, et tout cela montre bien que le personnage, outre les grands attentats que l'on connaît, Lockerbie, l'UTA, la discothèque de Berlin, outre l'enlèvement que j'ai évoqué tout à l'heure de l'imam chiite Moussa Sadr, également, donc à l'intérieur, avait exercé un véritable terrorisme sur les opposants, dont la plupart vivaient même en Occident, dans la peur de se voir éliminés par les agents de ce criminel. Alexandre Najjar, est-ce que la fin, pour être sur l'actualité la plus immédiate, la fin de Mouammar Kadhafi, vous la voyez au fond comme quelque chose qui est tout à fait fidèle au personnage, celui qui voulait ne pas fuir et quitte à périr, combattre jusqu'au bout? Est-ce qu'elle est logique avec le bonhomme? Est-ce qu'elle fait de lui, du coup, comme on peut le lire sous la plume de quelques journalistes qui veulent déjà écrire l'histoire avec un grand H, qu'elle montre tout de même la dimension héroïque du bonhomme, ouais. Alexandre Najjar. Moi, hier, sur une chaîne de télé, quelqu'un saluait le courage de ce personnage qui meurt beaucoup ici à la main en héros. Oui. Moi, ça me fait... C'est hallucinant. En fait, c'est pas du tout cela. En réalité,
qu'il faut comprendre quand on sait la psychologie du personnage, c'est qu'il n'est pas du tout, c'est pas ça. En réalité, il vit déconnecté de la réalité. Il faut savoir que ce personnage vivait toujours dans une bulle et qu'il ne se rend pas compte. Jusqu'à présent, jusqu'à la dernière seconde de sa vie, il ne s'est pas rendu compte que c'était fichu pour lui. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait mis à feu et à sang son pays. Il ne s'est pas rendu compte que tout s'était écroulé. Vous êtes sûr de ça? Quand on écoute ces discours, ces derniers discours, il appelait encore au soulèvement de la population et que les milliers d'Arabes viennent les porter secours ou les Africains. Donc il pensait toujours qu'il était toujours le guide de la révolution et qu'il avait toujours le même statut, que tout était encore possible. Donc pour lui, dans sa logique, c'était pas du tout le fait de mourir les armes à la main, c'était qu'il était tellement déconnecté de la réalité. Et on le voit en fait quand on décrypte tous ces discours depuis le début de la révolution jusqu'à ce jour, on se rend compte qu'il était complètement ailleurs. C'est un type et c'est ça le problème même de son entourage, c'est qu'il n'arrivait pas. Moi, je suis certain que parmi son proche entourage, probablement son fils Saif el-Islam, au départ, ils ont dû probablement lui dire, mais il faut se rendre à l'évidence, il faut composer. Mais c'est un personnage qui ne pouvait pas composer puisqu'il était ailleurs. À la fin de sa vie, ce personnage était totalement déconnecté de la réalité. Et tous ceux qui l'ont rencontré dans les derniers mois se rendaient compte qu'il était dans une autre planète. Et c'est ça, en fait, qu'il faut saisir, et non pas dire qu'il est mort les armes à la main. Maintenant, on aurait pu penser peut-être qu'il aurait pu se planquer ailleurs, trouver une façon de s'enfuir. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas admis, donc justement parce qu'il vit toujours dans sa bulle, il ne pouvait pas s'enfuir. Pour lui, c'était le combat continue parce qu'il est toujours là, il est toujours le guide de la révolution. Il ne peut pas être démis, qu'il ne peut pas être vaincu. Donc c'est très important de saisir la psychologie du personnage avant de sauter tout de suite, de faire un Che Guevara des temps modernes. Merci Alexandre Najjar. Je rappelle que vous étiez en direct de Beyrouth où vous vivez, écrivez et que on peut donc vous lire cette anatomie d'un tyran à laquelle il faudra rajouter un chapitre. Alexandre Najjar, c'est publié dans la collection L'Orient des livres chez Actes Sud. Dans un instant après Philippe Bayard, le journal, où on va vous écouter, Omar Ouaman. Vous revenez de Sirte et peut-être nous éclairerez-vous sur les circonstances, justement aussi encore troubles des conditions de l'assassinat. Spectacle incroyable hier soir sur France Télévisions, en direct, de deux versions, celle du ministre de la Défense face à Bernard-Henri Lévy, donnant des versions de cette disparition totalement contradictoires. Et nous verrons aussi avec Marc Kravetz tout à l'heure, je vous ai dit bonjour Marc, qui était cet homme que vous avez bien côtoyé, où vous lui avez serré la main plusieurs fois à Mouammar Kadhafi. Donc, vous perdez un ami ce matin. C'est beaucoup dire, c'est beaucoup dire. C'est à 9h, France Culture, à 8h20 les matins, toujours sur l'actualité libyenne avec Ronnie Broman, impatient de nous livrer ses commentaires maintenant, j'imagine, sur cette affaire de la mort du tyran Kadhafi. Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières, professeur associé à Sciences Po. Marc Kravetz, grand reporter, prix Albert Londres, s'il vous plaît, notamment grand reporter à Libération, au Matin, et j'en passe encore, et bien sûr, de très longues années à France Culture. Omar Ouaman, rentré tout juste de Syrie, vous avez eu de Libye, pardon, et de Sirte, voilà, Sirte, du rivage. Vous l'avez vu ce fameux rivage de Sirte quand même, parce que j'imagine que ça va faire augmenter les ventes de Julien Gracq quand même, cette actualité-là, on peut le souhaiter. Magnifique ville portuaire, balnéaire, qui est nichée là. Et qui est une ville qui était à l'époque un petit port de pêche et que Mouammar Kadhafi a chouchouté, dorloté et enrichi. Et puis, bien sûr, cette seconde partie donc, avec vous et Daniel Salnave et Brice Couturier. C'est l'heure de votre chronique et de cette partie débat des matins avec vous, Brice Couturier. Vous avez ausculté attentivement le livre vert que j'ai dans les mains de Mouammar Kadhafi, consacré notamment aux questions de la démocratie. C'est-à-dire que la solution du problème démocratique, c'est donner le pouvoir au peuple. Pas de substitut, écrit, je ne sais pas, mais enfin, pas de substitut, lit-on dans ce livre vert, c'est pas de substitut au pouvoir du peuple. La représentation est une imposture, c'est commence comme cela, et c'est un peu cet aspect-là que vous voulez développer, Brice. Et oui, Marc, Kadhafi, après 42 ans d'un règne chaotique, laisse à ses successeurs un pays étrange et sans véritable équivalent au monde, dans la mesure où, officiellement, la Libye n'a pas d'État.
Alors évidemment, l'Occident rationaliste n'a jamais cru en la grande Jamahiriya kadhafiste, un mot qu'il avait d'ailleurs inventé. Voilà pourtant une tentative inédite, en effet, Marc, de mise en œuvre de ce qu'on appelle la démocratie directe. Kadhafi, je cite, Kadhafi a passé une bonne partie de ses années au pouvoir à mener une campagne permanente et concertée contre l'État en Libye, écrivait Lisa Anderson, un professeur de sciences politiques à Columbia qui est spécialiste de ce pays. Il faut dire qu'aux yeux des Libyens colonisés successivement par les Turcs, puis par les Italiens et enfin néo-colonisés par les Britanniques, l'État est apparu non pas comme l'expression de l'intérêt national, mais bien comme l'instrument de l'étranger. Alors sa destruction pouvait donc passer pour un acte anti-impérialiste. Or Kadhafi était anti-impérialiste. Alors sans aller trop loin, sans vouloir faire de Jean-Jacques Rousseau l'inspirateur secret du petit livre vert, néanmoins c'est à l'auteur du contrat social qu'il faut retourner pour comprendre d'où provient l'idée de démocratie directe. Là où Montesquieu estime que le régime représentatif est un mal nécessaire, car il est avantageux d'être représenté par des hommes instruits, je cite Montesquieu, capables de discuter les affaires auxquelles le peuple n'est pas propre, Rousseau refuse à la fois la division libérale des pouvoirs et l'idée même de délégation, comme Kadhafi. Aux yeux de Rousseau, la souveraineté est inaliénable, le peuple en tant que souverain, je cite, ne peut être représenté que par lui-même, et dans le contrat social, il est dit en toutes lettres, la souveraineté ne peut être représentée par la même raison qu'elle ne peut être aliénée. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle, ce n'est point une loi. Et la fameuse phrase de Rousseau qu'on cite toujours, « Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort, il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement, sitôt qu'ils sont élus, il est esclave et il n'est rien ». Mais Cornelius Castoriadis avait poussé encore plus loin cette critique, par exemple, dans Les carrefours du labyrinthe, en montrant que l'intérêt que servent nécessairement les élus est d'abord le leur, et non celui de leurs mandants. Je cite Castoriadis, « Avec le système représentatif, entre guillemets, la collectivité donne un mandat irrévocable pour une longue période à des représentants, entre guillemets, qui peuvent agir en produisant des situations irréversibles, de telle sorte qu'ils déterminent eux-mêmes les paramètres thématiques de leur réélection. » Alors bien sûr, l'état des masses proclamé par Kadhafi en 1977 avec ses comités révolutionnaires partout, c'était le slogan de l'époque, a servi de masque, on le sait bien aujourd'hui, à une dictature finalement assez classique, dont François Burga, spécialiste du pays, avait qualifié l'inspiration autrefois d'anarcho-léninisme. Mais l'obsession du guide de la Révolution d'interdire la formation de partis politiques, il y avait un slogan à l'époque qui disait « Celui qui crée un parti trahit », et bien cette obsession de casser les partis politiques au lieu de créer le sien, son obstination à empêcher la formation d'une société civile en dehors des traditionnelles confréries religieuses musulmanes, et bien tout cela laissera forcément des traces, car ce sont les tribus qui se sont développées en Libye au détriment de l'État. C'est à elles, ainsi qu'aux clans familiaux, qu'allait spontanément l'allégeance des Libyens sous Kadhafi. Une des tâches du CNT sera donc de bâtir sur le sentiment de liesse collective qui a salué hier de la Tripolitaine jusqu'à la Cyrénaïque la chute du dictateur, un sentiment national libyen. Et puis aussi, bien sûr, un État moderne pour l'incarner. Alors François Burga prétend dans une interview récente qu'il n'est pas impensable de construire un régime moderne à partir d'une société tribale. Est-ce aussi votre avis ? Qui répond Ronnie Broman. Voilà, vous me mettez en face d'un défi difficile à relever. Moi, ce que je crois, ce que je constate au vu d'autres conflits, car je ne connais pas spécifiquement la Libye, j'y suis allé, mais enfin, je suis loin d'en être un spécialiste. Ce que je constate, c'est que l'idée selon laquelle une société finit toujours par être une pâte à modeler, que l'on peut conformer, reconstruire selon le profil et la forme que l'on souhaite, cette idée, elle finit toujours par se retourner contre ceux qui la mettent en œuvre. C'est le grand reproche que l'on peut faire à ces processus constructivistes accélérés, autre nom que l'on peut donner à la guerre, finalement. Non, mais la reconstruire une société à partir des tribus. Nous, évidemment, occidentaux, rationalistes, surtout nous, Français, qui avons construit notre État moderne sur la suppression des régions et des spécificités régionales, on a du mal à le comprendre. En France, oui, mais justement. Mais oui, mais est-ce que la France n'est pas le modèle. C'est pour ça, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je dis dans mon papier. Le fait que Burga dit, c'est sur la base des appartenances tribales qu'on peut reconstituer une société contrairement à notre modèle à nous. Est-ce que vous y croyez, vous ? Ronnie Broman.
Roman. Ce que je crois, c'est que reconstituer une société, ou plutôt reconstruire ou mettre en place des institutions sociales, parce que la société, elle existe, ce sont ces institutions qu'il faut mettre en place, ça se fait à partir des éléments disponibles. Si ce sont les éléments tribaux, d'ailleurs le système tribal en Libye, si j'ai bien compris, ça n'est pas dans l'acception un peu clichetonneuse de la tribu qu'il faut le comprendre. Ce sont des réseaux d'affiliation et de solidarité qui se sont maintenus au fil des migrations, des transformations sociales que notamment l'urbanisation a entraînées, et qu'il faut voir non pas comme une sorte d'archaïsme, mais comme des formes d'organisation sociale qui en valent d'autres de toute façon. Donc il va falloir faire avec ça. Le problème, c'est que... Oui, cela dit, je vous attends une seconde, ça va tout de même être très compliqué si on suit l'échéance que le calendrier qu'a établi le Conseil national de transition. Il y aurait pour juin 2012, dans pas long, 8 mois, l'élection d'une assemblée constituante, pour ensuite arriver à juin 2013 à l'établissement d'un parlement libyen. Ça va être effectivement très difficile. Quelles qu'aient été les circonstances dans lesquelles le régime et son chef aient été renversés, de toute façon, la suite aurait été difficile. Moi, je rappelle, je pense que si je suis là, c'est parce que j'étais un opposant à l'intervention militaire. Mais c'est pour ça que je... Quel est votre regard sur cette actualité-là, sachant que vous étiez, vous, très hostile à l'intervention militaire européenne et des forces de l'OTAN. Et vous pensez que Kadhafi aurait été renversé sans cette intervention militaire? Oui, je le pense. René Broman. Oui, précisément, je le pense. Je ne sais pas selon quel calendrier, mais oui, en effet, je le pense. Comme je pense que le régime de Bachar el-Assad sera renversé, et je l'espère plus que tout, par des moyens pacifiques. Je pense que le pire... Pour l'instant, ça fait pas mal de milliers de morts, les moyens pacifiques. Si vous permettez... ça fait pas mal de milliers de morts. En effet, ça en a fait environ 3000. J'entendais hier un représentant du Conseil national de transition, reprenant d'ailleurs ce qui avait été dit par Mahmoud Djibril il y a environ une semaine, parler d'environ 50 000 morts. J'ajoute tout de suite que je ne crois pas à ce chiffre. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il a été énoncé à plusieurs reprises par les plus hautes autorités, par des représentants officiels du CNT, et qu'il ne semble avoir entraîné aucune réaction. Ni ici, ni ailleurs. Ce chiffre, énoncé encore une fois par l'autorité désormais officielle de la Libye, semble être passé comme une sorte de détail insignifiant, alors même que, tout de même, si l'enjeu était de protéger les populations civiles, le fait de constater qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts doit nous amener à déclarer ce système en faillite. Enfin, je veux dire, à déclarer l'échec de cette intervention dont le but était précisément de protéger la vie et qui, semble-t-il, en a exposé beaucoup plus que, par exemple, lors de manifestations qui restent obstinément pacifiques et admirablement pacifiques en Syrie. Donc oui, je crois que la dynamique de soulèvement populaire entraîne en effet tôt ou tard le renversement des tyrannies. C'est ce que l'on a vu partout dans le monde, et je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas été possible en Libye. Je posais la question tout à l'heure à Alexandre Najjar de savoir si Kadhafi avait été le serial killer que l'on dit qu'il a été. La réponse de Alexandre Najjar était oui, il a en effet tué 35 opposants à l'étranger. C'est particulièrement ignoble de poursuivre des opposants jusqu'à l'étranger, et ça a une signification particulière que je ne veux pas méconnaître, que je ne veux pas du tout ignorer. Mais nous parlons de 35 personnes. Je peux vous citer une dizaine de régimes amis de la France, de l'Europe, des démocraties, qui ont tué leurs opposants ou leurs supposés opposants par milliers, voire par dizaines de milliers. Sur place, à Kadhafi, on a tué aussi pas mal de milliers sur place. Là, on parlait de gens qui ont été tués à l'étranger. Précisément. Il n'en a pas tué tant de milliers que ça sur place. La preuve, c'est qu'on peine à chaque fois à retrouver. Mais enfin, je ne veux surtout pas me faire l'avocat de ce despote. Je partage, et je tiens à le dire, je partage la joie et l'émotion que tous ressentent devant justement ce soulèvement populaire et cette liesse à la fin d'un despotisme. C'est toujours une bonne nouvelle. Mais cette espèce de constructivisme, de charcutage politique, en quoi consiste la guerre, je ne crois pas qu'il puisse donner de bons résultats, car il sélectionne les radicaux, il favorise les plus violents parmi les insurgés, et il y en a toujours. Et je ne vois pas comment on peut... C'est Guillermet, historien, prof à l'IEP, qui donnait une définition minimaliste de la démocratie que je trouve très utile pour comprendre. Je me réfère aussi un peu à ce que disait Daniel Sanaf tout à l'heure, mais sous un autre angle.
il dit que la démocratie, c'est la démilitarisation de la lutte pour le pouvoir. Je trouve ça aussi très juste, indépendamment des questions religieuses qui peuvent être intéressantes également. Eh bien oui, c'est en effet de cela qu'il s'agit. La pacification des rapports politiques. Eh bien ce n'est pas en disant le pouvoir est au bout du fusil, la violence est l'élément libérateur qui va accoucher la société de la démocratie qu'on arrive à pacifier les rapports politiques. Alors sur ce même thème, Marc Kravetz et puis Omar Ouaman. Marc Kravetz. Moi, je suis très frappé par... si on découvre que la Libye est une société tribale, elle n'a jamais été rien d'autre. Et cette idée qu'on va accoucher d'une société citoyenne demain, avec des urnes, des isoloirs et des partis politiques, oui, on va inventer quelque chose qui va ressembler à ça et qui trouvera d'une manière ou d'une autre à s'adapter au système tribal. Je crois qu'il ne faut pas rêver. Mais Kadhafi, alors je ne veux pas contredire Brice Couturier, je ne sais pas si vous avez le droit, à propos de Montesquieu et de Jean-Jacques Rousseau. Ce que je peux vous dire, alors ça de bonne source, on en reparlera peut-être, c'est que tous ces chapitres sur la trahison, la représentation du parti... Je rappelle que vous l'avez rencontré 3 fois, en 77 et 2 fois au début des années 80, donc une fois, vous avez passé 10 jours pleins avec lui. J'étais pas seul, c'était pour la petite histoire, donc c'était l'idée d'un éditeur suisse qui voulait une interview tricontinentale où nous étions avec l'actuel d'ailleurs directeur de la rédaction de Newsweek et l'ancien rédacteur en chef de Jeune Afrique, donc à l'époque, je travaillais pour un quotidien parisien qui était Le Matin. C'était une période dans laquelle je n'étais pas au journal Libération, pour lequel j'avais également été en Libye auparavant. Mais l'intéressant dans ces... Kadhafi n'a pratiquement jamais lu de livre en direct. Et ce qu'il lisait, il avait une espèce de groupe, de club d'armée, de rabatteurs, dans son entourage le plus proche, qui lui ramenaient des bouquins. Alors, il y avait notamment, alors, pour toute cette partie politique, la non-représentation, tout ça qui s'est décrété au congrès de Séba en 1977, la fondation de cette fameuse Jamaïria, qui est en fait le pluriel de l'arabe Jomo, République, mais qui est totalement intraduisible dans aucune langue. Mais après tout, on a dit Union soviétique, on peut dire Jamaïria libyenne, c'est jamais qu'un néologisme. C'est beaucoup inspiré alors de libelles, de groupes ou de penseurs, d'anarchistes français de la fin du 19e siècle, qui ont été extrêmement productifs, et que les conseillers, appelez ça comme vous voudrez, de Kadhafi, lui lisaient à haute voix, en le traduisant de manière assez approximative, quand je jugeais par la traduction de l'autre sens, en arabe. Et donc Kadhafi a fait alors, entre guillemets, son miel, largement réécrit pour la version française par le grand philosophe Roger Garaudy, dont on se souvient. C'est le seul qui a publié la version de luxe. Il y a une version de luxe qui avait été... moi, j'ai une version que nous a ramenée Omar Ouaman. Oui, ça, c'est la version grand public. Ramenée du Palais des Congrès de Ouagadougou. Mais il y a une version de luxe, éditée par Le Seuil. Il y a une version de luxe, dorée à l'orphin, grand format, sur du très beau papier. Mais dont aucun exemplaire, à ma connaissance, n'a jamais été mis en vente. Enfin, en tout cas, il n'y avait qu'un seul client, qui était la Libye. Mais non, mais pour revenir à cette idée, c'est destruction. Alors, la destruction de l'État en Libye, évidemment, c'était une plaisanterie, puisqu'il n'y avait pas d'État avant, il n'y en a pas eu ensuite. Mais c'était une espèce d'utopie, au sens littéral du terme, fabriquée de toutes pièces. À la lecture, alors, j'ai parlé de ces libelles anarchistes français, dont certains d'ailleurs étaient probablement très intéressants, d'auteurs définitivement rayés des mémoires, hélas, probablement pour nous, pour Kadhafi, évidemment, il est trop tard, mais dont il a élaboré ça. Alors, il faut quand même ajouter, pour être juste, que parmi ces lectures dont il faisait acte de foi, c'est un pur autodidacte. Kadhafi, ses seules études supérieures, c'était à l'école militaire Sandhurst, pendant très peu de temps en Angleterre. Mais donc... ces lectures d'autodidacte, alors parmi ceux-ci, à laquelle il accordait évidemment la vérité des évangiles, si j'ose dire, dans son cas, il y avait aussi les protocoles des sages de Sion, dont il a fait exactement le même usage. Je me souviens expliquant donc à 3 journalistes étrangers comment l'Église française était désormais prise en main par... Alors, il n'a jamais prononcé le mot juif, donc par les sionistes, et en l'occurrence, il parlait de Monseigneur Lustiger à l'époque. Donc, on était quand même dans un grand degré de délire intellectuel, dont il faut dire aussi
que d'une certaine façon, il a semé une espèce de subversion dans tout le monde arabe qui fait que, c'est pour ça que Ronnie Broman a raison ou tort, je ne me prononce pas sur l'intervention militaire, mais qu'elle fait l'unanimité dans le monde arabe. Depuis que Kadhafi est au pouvoir, il n'y a pas un leader arabe qui n'a rêvé de le voir disparaître. Contrairement à d'autres dictateurs sanguinaires, et plus que lui d'ailleurs, je pense notamment à Saddam Hussein, grand ami d'un certain nombre de nos dirigeants par ailleurs, autrefois. Kadhafi a fait l'unanimité contre lui de tout le monde arabe. Mais c'est d'ailleurs... À l'exception très brève de Gamal Abdel Nasser en Égypte, dont il se préclamait le fils tué. Bien sûr. Mais je vous rappelle que le premier acte de Kadhafi, quand il a pris le pouvoir, ça a été de dire « ce pays n'existe pas et n'a aucun intérêt, je l'offre à l'Égypte ». Et il est allé voir Nasser pour lui dire colonel, Et voilà puis, un pays, voilà du pétrole. Il regardait même plus loin. Il disait, cité par Jean-Louis Gouraud, écrivain voyageur, il disait, Mohamed Kadhafi, que les grands penseurs venaient du désert et il disait regardez Moïse, regardez Jésus, regardez Mahomet et regardez-moi. Ah ouais. Hein. C'est la Ronnie Broman, petite intervention. Je voudrais quand même laisser la parole à Omar Ouaman, mais un mot, bien sûr. Très brièvement, pour reprendre ce que disait Marc Ravetz à l'instant concernant son isolement, l'un des grands torts, plus exactement l'une des grandes erreurs politiques qu'a commise Kadhafi, c'est de s'isoler, c'est de ne pas se trouver de protecteur. Et s'il a pu être l'objet d'une campagne militaire internationale rassemblant finalement aussi largement, qu'il ne faut pas non plus s'exagérer l'ampleur des alliances et des soutiens, car on va voir, on paye déjà d'ailleurs certaines factures diplomatiques pour une sorte d'abus d'interprétation de la résolution 1973. Mais le monde arabe, la Ligue arabe ne nous avait pas habitués à ça. Se trouver aux côtés de l'OTAN pour un engagement militaire dans un pays arabe, ça c'est en effet une nouveauté. Mais cette nouveauté, c'est à Kadhafi et pas au talent diplomatique des intervenants qu'on la doit. Il était l'objet d'une haine générale, en particulier des Saoudiens et des Émiratis. Et on sait bien que les Saoudiens et les Émiratis ont l'oreille de l'OTAN, ont l'oreille d'un certain nombre de décideurs militaires internationaux. Ça ne fait pas pour autant de cette intervention quelque chose de légitime. Il est d'ailleurs relevé par beaucoup de commentateurs ce matin que ceux qui sont intervenus pour le destituer aujourd'hui étaient bien sûr ses plus grands pourvoyeurs d'armes, entre autres, il y a encore pas si longtemps. Oui, ce n'est pas tout à fait un détail de l'affaire. Et ce n'est pas un détail du tout. Omar Ouaman, vous revenez, vous étiez sur le front de Sirte, si j'ose dire, vous revenez de Libye, vous y êtes allé plusieurs fois. Quel commentaire Moi, je me prononcerai pas sur ce que vient de dire Ronnie Broman sur l'opportunité d'intervenir en Libye. Il n'en reste pas moins que lorsqu'on va en Libye aujourd'hui, qu'on dit qu'on est français, l'accueil est très très chaleureux. J'ai rencontré vraiment de nombreuses personnes qui m'ont dit, sans Nicolas Sarkozy, sans l'action de l'OTAN, nous n'aurions pas pu chasser Mohamed Kadhafi. Voilà. Bon, mais ça, on va pas si vous permettez, on va pas refaire le c'est intéressant, c'est un détail intéressant par rapport à ce que disait Ronnie Broman tout à l'heure. Oui, mais on va pas refaire juste un mot aussi, un détail, j'aurais posé une question à Marc Ouaman. Quand on arrivait en Iran tout de suite après les débuts de la révolution islamique, le fait d'être français vous faisait dérouler le tapis rouge, vert et noir. Ça n'a pas duré très longtemps, puisqu'ensuite on est passé du côté des petits satans. Mais au tout début, c'était vive la France parce que, et donc c'était à l'époque vive le président Giscard d'Estaing, parce qu'on avait accueilli les Irakiens saluaient l'intervention militaire voulue par Bush en 2003. Omar, vous voulez terminer? Et ensuite, sur les rencontres que j'ai pu faire durant cette dizaine de jours, tous ces jeunes, ces moins jeunes, ces gens issus de la société civile, elle existait. Ces gens qui me disaient, mais en fait, l'image renvoyée par Moammar Kadhafi à l'international nous faisait honte. Il nous humiliait à longueur de sommets panafricains et autres rencontres en Occident. Ces gens me disaient, mais en fait, il n'y avait que Moammar Kadhafi. Nous étions cachés, masqués par Moammar Kadhafi et sa tante. Nous étions là derrière. On ne savait pas qui étaient les Libyens. Je me souviens de ce jeune qui me parlait des rencontres de football. Le football est un sport très populaire en Libye comme ailleurs d'ailleurs. Et qui me disait, vous savez, le commentateur n'avait pas le droit de citer les noms des joueurs. Il disait le numéro 2 passe la balle au numéro 3, le numéro 3 passe la balle au numéro 4, et ainsi de suite. Il ne fallait pas qu'un autre nom que Kadhafi, un seul nom, celui de Moammar Kadhafi ne sorte publiquement. Ronnie Broman.
Oui, on va pouvoir allonger la liste des comportements où le ridicule le dispute à l'odieux dans la description du régime de ce despote. Naturellement, je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Mais bon, il se trouve que je suis allé en Libye également. J'ai discuté avec un certain nombre de Libyens. J'ai fait l'expérience, j'ai vu les drapeaux français, pas tant qu'on disait d'ailleurs. Mais enfin, je les ai vus, c'était à Misrata. J'ai vu aussi toutes sortes de gens qui disaient le seul problème, c'est Kadhafi. Une fois la tête de ce régime coupée, une fois son chef chassé ou détruit, tout va aller bien. Et je l'entendais, cela, de la part de gens pour qui tout ne semblait pas aller si mal que cela. C'était des gens qui n'avaient pas été particulièrement persécutés, dont certains vivaient dans une opulence que bien plusieurs d'entre nous, ici autour de cette table, pourraient envier, enfin qu'ils sont loin d'avoir. Bref, l'idée que ce régime et ce tyran accaparait toutes les richesses, enfin vidait le pays de sa substance. 85 milliards de dollars de fortune dispersée par le monde. Oui, mais enfin, elle doit être aussi mise à côté du fait qu'il y avait certes une rente fabuleuse qui était extraite de ce pays, mais qui était en partie redistribuée. Certainement plus redistribuée en Libye que dans un certain nombre d'autres pays, si bien que l'accès à l'éducation, pas toujours de bonne qualité, l'accès à la santé, elle non plus, pas toujours de bonne qualité, loin de là, mais enfin, c'est peut-être les hôpitaux que j'ai vu le plus là-bas, vu mon engagement avec Médecins Sans Frontières. Ça existait, tout cela quand même, et ça existait contrairement à ce que l'on voit dans d'autres pays. Donc, moi, je trouve qu'il est tout à fait juste, et ça n'est qu'une addition à payer, de faire le bilan de toutes ces exactions, de ces choses ridicules et odieuses. Encore faut-il les situer dans le contexte qui est le leur. C'est un bilan qui n'a pas l'air de trop vous satisfaire, Daniel Salnave. Oui, moi je me fais certainement l'écho, je vais jouer un peu le rôle du naïf ou de la naïve. Je me fais l'écho d'un sentiment que j'ai l'impression très partagé, qui est que par rapport à ce qui se passe dans les mouvements des pays arabes depuis la Révolution, depuis le début, il y a un malaise particulier concernant la Libye. Et je crois que pour beaucoup, l'impression générale, on la voit d'ailleurs même dans les commentaires sur sa mort, parce que si on lit le papier par exemple de Pascal Boniface, il dit on peut regretter qu'il n'y a pas eu de procès, on peut penser aussi peut-être que le procès a été évité par une exécution un peu rapide. Bon. Même le point sur lequel je voudrais revenir, c'est le suivant. Est-ce que beaucoup n'ont pas le sentiment, comme je l'ai moi, que tantôt, lorsqu'il était reçu comme un hôte particulièrement bien accueilli, et quand ensuite s'est déchaîné contre lui la nécessité de le faire disparaître, est-ce que c'était pas, voilà, entre autres, en Italie ou ailleurs, est-ce que c'est pas au fond la même chose? C'est que dans un premier cas, le pétrole, c'était grâce à lui, et le deuxième cas, le pétrole, ce sera sans lui. Est-ce que, René Broman, vous seriez un peu d'accord avec cette idée, ou est-ce qu'elle vous paraît simpliste? René Broman, en fait, j'y vois une sorte de vision purement instrumentale de l'arité, instrumentalisée donc d'un côté à une époque, d'un autre côté à une autre, mais l'une et l'autre ne sont pas plus crédibles. Je trouve, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Marc Ravette. Et vous savez, c'est une remarque qui vaut d'ailleurs pour cet ensemble de printemps arabe. Je fais partie des gens qui sont un peu irrités par le fait qu'on a l'impression d'un seul coup de découvrir, non sans une certaine gêne d'ailleurs, un monde dont on ne sait rien. C'est une très longue histoire. On ne peut pas liquider 42 années de pouvoir en disant voilà, c'était une dictature sanguinaire qui s'est installée, qui a été supportée pendant 42 ans, qui a disparu, tant mieux, merci. C'est beaucoup plus. Le monde a entièrement basculé pendant tout ce temps-là. Kadhafi a joué 1000 rôles, pas tous très honorables. La réaction que nous rapporte Maranda, qui est très juste. Les jeunes d'aujourd'hui, qui n'ont connu que le guignol, en effet... avec le faux air de Lady Gaga sur la fin. Le côté drag queen, tout ça qui est exact, ça représente grosso modo les 10 dernières années. Celles d'ailleurs... du reste pendant lesquels on a décrété qu'ayant condamné les attentats du 11 septembre, il était devenu beaucoup plus fréquentable. Ouais. Alors que les années d'avant... Vous avez connu, moi, Marc Kadhafi, flamboyant, bel homme, sûr de lui, mais trouillard, m'avez-vous dit au micro. Oui, il y a deux... Trois fois, vous l'avez vu, quand même, c'est pas rien. Non, c'était très connu dans son entourage. Il avait une peur physique. Ça peut arriver, hein, il y a des gens comme ça. L'indice du courage ne me semble pas
pas une qualité profondément essentielle. C'est autre chose. Mais il avait, après, et notamment après le bombardement américain, donc de son quartier général, où il a failli y passer. Alors, je me souviens plus exactement. Je crois que c'est une petite fille, enfin une proche parente, sa fille adoptive, c'est sa fille qui a été tuée dans ce bombardement. Après ça, il a multiplié les messages en direction du président américain de l'époque, Ronald Reagan, pour dire « Mais je ne suis pas un ennemi. Ce n'est pas vrai que j'ai essayé de faire assassiner. » Il a même demandé à Imelda Marcos entre autres, voilà, il y a Imelda Marcos, la femme donc, du dictateur philippin de l'époque, qui allait de Manille. Son avion a été détourné, cette fois pas par piratage, mais à la demande de Kadhafi, sur Tripoli, pour que Kadhafi lui fasse remettre un message personnel dirigé vers Ronald Reagan pour dire « Arrêtez de vouloir me tuer, je ne vous veux aucun mal. » Oui, il faut rappeler effectivement que si Kadhafi a été réinséré dans le jeu international à la suite du 11 septembre, en fait ça a été en 2003 qu'il a été pleinement réinséré, c'est en échange d'une promesse de renoncer à son programme clandestin d'armes chimiques et nucléaires. Mais que jusque-là, il était vraiment l'ennemi public numéro 1, puisque vous le rappeliez, Marc Kravetz, à la suite de l'attentat libyen, donc contre une discothèque fréquentée par des GIs à Berlin le 5 avril 86. Tout de suite après, le 14 avril 86, Reagan a ordonné le bombardement de Tripoli et la France, souvenons-nous à l'époque, a refusé le survol de son territoire pour ne pas être impliqué dans ce qui a épargné Mouammar Kadhafi, ça lui a laissé le temps de sortir de Bab el-Zia. Donc en fait, la France a sauvé la peau à Kadhafi dès cette époque. Mais Bettino Craxi aussi en Italie, il avait passé un coup de fil pour dire attention, les Américains vont venir vous bombarder. Mais à la suite de cette affaire, pendant 16 ans, le régime libyen a été véritablement le proscrit de la scène internationale. Et puis il y a eu les attentats terroristes qu'il ne faut pas oublier quand même de Lockerbie, puisqu'ils ont fait 270 morts en Écosse en 88 et 170 morts le vol UTA français en 89. Donc c'est tout récent. On dit toujours qu'on insiste beaucoup aujourd'hui sur l'affaire de la tente de Kadhafi dans les jardins de l'Élysée en 2007. Mais il faut pas oublier que pendant 16 ans, ce régime a été considéré comme un État voyou, boycotté par toute la communauté internationale. Omar Ouaman. Oui, vous avez raison, Brice. C'était en 2003 et c'est surtout après l'intervention américano-britannique en Irak et après le sort qui a été réservé à Saddam Hussein. Mouammar Kadhafi a été traumatisé. Exactement. D'ailleurs, suite à la pendaison de Saddam Hussein en 2006, que fait Mouammar Kadhafi? Il érige une statue en hommage au martyr Saddam Hussein. Il y a une vidéo qui circule sur Dailymotion que j'ai visionnée hier. Cette vidéo montre Mouammar Kadhafi lors d'un sommet de la Ligue arabe. Il a en face de lui un certain nombre de leaders arabes, dont Bachar el-Assad, et il dit ce qui est arrivé à Saddam Hussein pourrait nous arriver à chacun d'entre nous. Et le regard est amusé de la part de Bachar el-Assad. Je ne pense pas qu'il serait amusé si Kadhafi l'avait dit hier ou avant-hier. Ronnie Broman. Oui, sans doute que Kadhafi devait se dire que si ça lui arrivait à lui, il y aurait effectivement personne pour le protéger, tandis que Al-Assad sait qu'il a tout de même des boucliers assez puissants. Est-ce que, souvenir est peut-être personnel, tout à fait personnel en deux mots, Marc Kravetz, est-ce que vous avez pu tout de même, avec le recul, c'est tout à fait avouable sans doute, être séduit au départ par le personnage, comme il séduisait tout de même beaucoup d'intellectuels et de journalistes français, souvenir personnel pour souvenir personnel, au début des années 80, on rencontrait ça et là, j'en ai rencontré des gens qui avaient été émerveillés par l'accueil que faisait Mouammar Kadhafi à des cinéastes, patrons d'institutions culturelles françaises qui avaient été accueillis avec force, banquets, musique, bal, même jeunes filles, jeunes garçons. Enfin, c'était formidable l'image de Kadhafi pour beaucoup d'Occidentaux à la fin des années 70. Non, séduit, non. J'ai ce défaut permanent que je ne peux pas être séduit par des gens de pouvoir. Non, mais ça, c'est vous, c'est votre tropisme à vous. Oui, non, mais c'est. Bah oui, vous y avez serré la main, mais vous en revanche, vous y avez souri. Non, parce que pendant ces 10 heures d'interview dont vous parliez à l'instant, qui s'étalent sur toute une semaine, je ne me souviens pas, sauf tout à la fin, qu'on ait pu échanger, que ce soit mes deux confrères ou moi, un seul regard avec lui. Jamais il ne regardait les gens quand il leur parlait. Il regardait en l'air, il regardait à droite, il regardait à gauche. Il avait un fauteuil surélevé. On était assis sur des divans en face, dans cette fameuse tente, laquelle était encerclée par une division blindée, laquelle est au milieu d'une caserne. On n'était pas exactement au milieu du désert sous les étoiles. Enfin, si, il y avait un plafond étoilé d'ailleurs, mais c'était le plafond de la tente, c'est une déco. Et donc, mais jamais on a pu croiser son regard. C'est-à-dire, il était comme incapable de regarder les gens. Il y avait un côté un peu autiste dans le personnage.
de Kadhafi. Histoire et perspective de cette actualité libyenne à prolonger avec le coup d'œil de Thomas Cluzel à 8h50. Bonjour, rebonjour Thomas. Bonjour, un article à lire dans les pages rebond de Libération ce matin, article intitulé « Une transition démocratique sur le fil du rasoir » et signé Lina Ben Mini, une jeune blogueuse, pressentie d'ailleurs un temps pour le Nobel de la paix, grâce à son site A Tunisian Girl. Dès la soirée du 14 janvier dernier, dit-elle, et l'annonce de la fuite donc du président Ben Ali, les forces occultes ou à découvert de l'ancien régime se sont précipitées pour reprendre en main le pays. Alors la vigilance des forces vives de la révolution et de la jeunesse les a toutefois gênés dans leurs tentatives par la poursuite des protestations, les sit-ins, l'autogestion aussi des villes abandonnées à leur sort par toutes les expressions de l'autorité. Un bras de force s'est engagé qui aboutit du coup à un consensus assez large sur la décision donc de dissoudre l'ancienne constitution et de recourir à des élections. Et pour un temps, c'est vrai, le pays a semblé attelé à cette seule préparation. Ces élections allaient être pour la première fois en Tunisie libres, multicolores et transparentes. En tout cas, tout le monde le disait, la plupart des Tunisiens y croyaient, mais les partisans de l'ancien régime ne se sont pas tus, ni les différentes forces qui n'ont pas intérêt à voir le pays réaliser une transition réelle vers la démocratie. Les autorités provisoires ont même renforcé, dit-elle, leur pouvoir, puis le contrôle des rouages les plus essentiels du pays et sont allés jusqu'à copier les pratiques répressives de leurs prédécesseurs. Les autorités manipulent à tout va, font et défont les débordements sécuritaires, les pénuries et autres rumeurs de pénurie. Elles vont jusqu'à annoncer même la composition de la constituante ou celle du prochain gouvernement. Elles s'abstiennent en revanche de mettre en place la moindre justice de transition qui pourrait pourtant rendre inoffensifs les criminels et les corrompus de l'ancien régime. Alors, les jours qui viennent nous diront si l'élection de la constituante ne consacrera en fait que la prise en main presque définitive de la transition démocratique par le pouvoir en place ou bien si elle représentera au contraire le début d'un processus de tiraillement, de déchirement et de lutte, mais d'ores et déjà beaucoup laissent s'exprimer leur désarroi, leur déception et paraissent ne plus rien attendre de ces élections. Les jeunes, en revanche, continuent à espérer. Ils n'ont rien perdu de leur verve et se disent plus que jamais mobilisés pour continuer la lutte. Le coup d'œil de Thomas Cluzel, commentaire. Je vous vois intéressé. Levez la main, Ronnie Broman. Oui, enfin c'était plus par rapport à la question des massacres. Enfin c'était pour revenir à la Libye et ne pas laisser la fin de l'émission arriver nous y sans avoir. Alors, oui, voilà, je vois qu'elle arrive. Bien sûr. Et je tenais absolument à soulever la question de la réhabilitation de la guerre sous la forme de la guerre préventive, c'est-à-dire peut-être la pire des justifications de la guerre, celle qui s'appuie sur ce qui n'est pas encore arrivé pour réagir. Et sans y prendre garde, à coup de propagande, d'approximation, d'affirmation et d'allégations plus ou moins vérifiées, par exemple l'existence de milliers de morts qui auraient déjà été, donc de milliers de personnes déjà tuées avant l'intervention, allégation qui s'est révélée sans fondement lorsqu'on suit les enquêtes d'Amnesty International et de Human Rights Watch, et d'un certain nombre d'autres choses. On en vient à anoblir la guerre. De quel pays vous parlez ? Je parle de la Libye et de la France. Et pour vous dire qu'il n'y a pas eu l'attaque contre Benghazi, par exemple, vous pensez qu'elle a fait aucun mort? Quand Kadhafi a fait le siège de Benghazi, vous pensez qu'il n'y avait pas de mort? Je vous sens très tendu. Non, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Moi, je vous dis simplement un certain nombre de faits. On a parlé de 6 à 15 000 morts. Je me rappelle avoir participé à des débats, notamment avec des parlementaires et des gens très placés dans la commission de la défense, qui disaient il y a eu 6 à 15 000 morts. Est-ce que vous en voulez plus pour attendre d'intervenir? Et vous pensez qu'il n'y en avait pas? Non, mais je pense pas, je le sais. Les enquêtes ont eu lieu, entre 100 et 300 morts, d'ailleurs, des deux côtés, et pour un certain nombre d'entre eux, morts au combat, ont été constatés, et pas plus. Donc je vois la force de la propagande dans l'indignation que vous manifestez, Brice Couturier. C'est précisément de cela qu'il s'agit. Cette force de la propagande qui nous amène à réhabiliter la guerre la plus terrible, qui est la guerre qui se passe avant même que la motivation ait pu la justifier. Et la question de la protection des populations civiles et de la gâchette humanitaire, celle sur laquelle on appuie pour tuer précisément au nom de la préservation de la vie, sont aujourd'hui des problèmes vraiment difficiles à gérer parce qu'ils fonctionnent sur le mode de l'intimidation morale. Merci. Nous reprendrons ce débat ces jours prochains, puisque je vois que la dilatation de Brice reste intacte après vos propos, Ronnie Broman, mais le temps file. Merci Marc Cravette de nous avoir rejoints. Dites une chose, ces fameuses Amazones, pardon de cette question futile, c'était de vrais soldats ou des femmes déguisées en soldats? Non, c'était des vrais militaires, milices féminines. Des femmes militaires. Vous pouvez aller voir à l'entraînement à Tripoli, oui.